Bonjour et merci de vous être connectés sur notre webinaire du jour. Donc nous sommes ensemble pour 3 quarts d'heure, c'est ce qui est prévu. Donc nous allons prendre les questions et réponses à la fin de cette session pour la fluidité et l'utilisation donc du fil de discussion et du chat que vous avez de votre interface va vous permettre de poser les questions au fur et à mesure de la séance et nous y répondrons en fin de session. Donc le contexte de la transformation digitale, qui est un sujet chaud en ce moment, on a choisi de pas parler de RGPD aujourd'hui, mais on aurait pu dû, c'est d'essayer de transformer l'entreprise. Et pour ça, je suis accompagné avec Stéphane Oin, de l'ESN CGI, vous devez connaître, et on va tenter de tracer le chemin vers la transformation numérique et puis d'illustrer des apports de la plateforme. Et enfin, on va positionner aussi respectivement le RPA, le BPM et l'intelligence artificielle, puisque ce sont des sujets chauds sur lesquels il est important de clarifier la manière dont les choses se passent. Donc, le marché est d'accord pour dire que les processus sont un élément central de la transformation numérique et parce qu'ils permettent d'orchestrer les échanges de toutes les actions mises en place et avec les utilisateurs également. Mais cela demande de la méthode et donc Stéphane va pouvoir s'appuyer sur ses retours d'expérience dans sa société de service pour préciser les différentes disciplines impliquées. Très bien, d'abord bonjour à tous. Ce que je vous propose en premier temps, c'est de partager un outil qu'on utilise assez régulièrement dans l'évaluation en fait de la transformation numérique de nos clients, qui est en fait un modèle qui s'appuie sur 3 prismes, un axe technologique, interne et business model. Alors au travers de ce système, ce qu'on veut mettre en avant, c'est premièrement dans le premier constat qu'on fait sur l'aspect purement technologique, on va identifier très souvent, la majorité des cas, une configuration, on va dire, bimodale du système d'information, ce qui va nous donner en fait déjà des premiers éléments sur quels sont les investissements qui ont été menés, et notamment de nouvelles technologies. Mais surtout, le deuxième point qui va nous intéresser, c'est quel est le niveau de maturité en transformation interne, cette capacité effectivement, au travers des aspects culturels, organisationnels et méthodologiques, à pouvoir dégager en combinant ça avec l'aspect technologique, un certain niveau d'agilité. Et cette agilité qui est absolument primordiale effectivement pour pouvoir prétendre à une évolution du business model qui est finalement l'objectif de fond en fait de cette transformation numérique. Si on veut se mettre à l'abri d'une désintermédiation ou une disruption comme on disait auparavant, eh bien il faut définir de nouveaux produits, de nouveaux services. Donc ce système-là est extrêmement intéressant parce que déjà ça va nous permettre effectivement de savoir quels sont les investissements qui ont été effectués par l'entreprise, notamment quel est le niveau de maturité quant au niveau d'automatisation qui a été mis en œuvre et donc la réactivité finalement du système d'information. Le constat qu'on fait de plus en plus maintenant sur les différentes entreprises qu'on est amené à croiser, c'est que le poste de travail du collaborateur aujourd'hui, quel que soit le domaine d'activité, quelle que soit la nature de l'entreprise, est extrêmement complexe. Il y a une multiplicité en fait des outils qui sont utilisés de par de la technologie, de par de l'usage, de par la mécanique d'interaction qui est associée, ce qui amène très souvent des multiplicités de saisies, donc avec toutes les problématiques que ça peut amener derrière, dont on va parler un petit peu plus loin. Mais une chose est sûre, c'est qu'effectivement il y a une complexité très très forte auquel on peut associer une déperdition de productivité, mais surtout c'est que ça se ressent au niveau du parcours client, un parcours client qui parfois peut être fastidieux, effectivement avec des temps de latence qui sont particulièrement pénalisants. Donc comme on voit, on a double peine finalement. On a la peine de perte de qualité de service vis-à-vis de ses clients et puis de productivité interne, ce qui va nécessiter encore de plus en plus de ressources pour pouvoir répondre aux attentes qui sont de plus en plus importantes et aux interactions de plus importantes. Et c'est normal parce que les clients veulent plus d'interactions avec les marques désormais. Merci. Donc pour ces premiers éclairages. Donc pour placer dans le contexte, peut-être revenir sur quelques cas d'utilisation chez nos clients de la transformation numérique, la manière dont ils sont engagés sur cette voie-là et quelles sont les applications qu'ils ont pu faire. Donc on a classé en trois grandes familles, d'une part vis-à-vis de l'engagement client, la gestion opérationnelle des processus internes et puis tout ce qui est la relation fournisseur.
C'est des domaines de transformation numérique qui s'appliquent par exemple sur tout ce qui est de l'ouverture de comptes en ligne ou de l'adhésion, des demandes de prestations, mais c'est aussi des choses qu'on retrouve en interne sur la dématérialisation de la gestion des contrats ou sur les demandes d'investissement ou dans des choses encore plus métiers. Dans la pharmacie par exemple, on a ici la gestion des essais cliniques qui permettent de s'assurer que tout est fait en temps et en heure et aussi d'obtenir la traçabilité parce qu'il y a aussi des bénéfices qui sont alliés à cette transformation générique qu'on retrouve aussi d'ailleurs dans le cadre de la relation fournisseur avec par exemple la piste d'audit fiable qui est un élément fondamental quand on veut avoir des échanges électroniques de factures pour être sûr de tout traiter en temps et en heure et de pouvoir se faire auditer vis-à-vis des autorités de régulation. Alors du coup, quand on regarde effectivement ces différents domaines et qu'on essaye de se projeter un peu à savoir quelles peuvent être les conséquences d'absence d'automatisation ou d'orchestration, c'est très simple, ce sont les processus métiers avant tout qui trinquent. D'abord, il y a effectivement les temps de latence répétitifs, tout simplement parce que la majorité des activités sont matérialisées par des tâches répétitives qui sont sans valeur ajoutée pour l'individu. C'est aussi une productivité qui va être moindre parce que la complexité du système d'information va amener finalement un rythme qui sera pas aussi soutenu qu'il devrait l'être. Il va même ralentir effectivement la productivité au quotidien. Ça veut dire aussi un travers mais qui est tout à fait humain et qui est tout à fait logique, qui est normal, c'est-à-dire qu'au fil du temps, les individus ont souvent tendance à adapter la façon de travailler, en tout cas les process ou les procédures qu'on leur a mises à disposition, parce qu'ils ont l'impression justement, en contournant quelque peu le système d'information ou les outils qui sont à disposition ou le processus en soi, ils ont l'impression de gagner du temps. Et effectivement, on sait que la pression quand même est assez forte sur les équipes en termes de productivité. C'est aussi un autre point extrêmement important, c'est le manque de temps, ce manque de temps qui finalement va peut-être amener parfois dans les processus de décision qui sont significatifs, qui sont importants, de prendre des décisions hâtives finalement par manque de temps, de réflexion. Ça veut dire qu'effectivement on aura perdu trop de temps sur des tâches sans valeur ajoutée alors que le mécanisme de réflexion aurait dû être plus poussé, on aurait dû avoir plus de temps pour ça. Le temps d'attente se retrouve en termes d'inefficacité aussi dans des actions qui s'allongent, ça veut dire moins d'interactions avec le client ou alors des interactions qui se feront plus étalées dans le temps, donc ça peut être source de mécontentement. Et puis enfin le dernier point qui est certainement l'un des plus dommageables, surtout quand on sait qu'une transformation numérique s'appuie avant tout sur la donnée et notamment sur la qualité de la donnée, et bien cette configuration-là amène des erreurs de saisie multiples et répétées, ce qui veut dire qu'effectivement les points d'acquisition vont être des points de faiblesse par rapport au système d'information et qui seront malheureusement dommageables par la suite. Alors si on devait matérialiser de façon un petit peu plus précise quelles sont effectivement les douleurs majeures et auxquelles une combinaison intelligente de BPM et de RPA peut permettre effectivement de répondre assez rapidement. Alors déjà on va juste préciser un point, ce sont bien deux technologies qui sont compliant à un très haut niveau, elles sont complémentaires, elles sont pas exactement le même objectif. La partie BPM, vous êtes plutôt sur l'orchestration process, et là on est sur une notion d'orchestration d'étapes. Sur la partie RPA, on est sur un focus de tâches unitaires. Et c'est en soi où les deux systèmes sont particulièrement, enfin la combinaison des systèmes devient particulièrement intéressante en termes de productivité. Alors ça va permettre d'adresser notamment les douleurs historiques du back-office, comme on expliquait tout à l'heure, en fait les tâches répétitives qui ont peu de valeur ajoutée pour l'individu, donc on va le dédouaner de ces tâches-là et il pourra se positionner sur des tâches effectivement à vraie valeur ajoutée. Ça veut dire moins d'erreurs humaines automatiquement, puisque du coup on va automatiser une partie des saisies. Ça veut dire aussi qu'on va se mettre à l'abri des effets de saisonnalité. Beaucoup d'entreprises ont malheureusement cette faiblesse d'être exposées à des pics d'activité selon les saisons. Alors ça va être le cas notamment par exemple pour les mutuelles, les assurances, sur des périodes où il y a des phases de déclaration assez majeures et qui va nécessiter des renforts humains significatifs et auxquels l'entreprise ne peut pas toujours faire face. Et c'est là où effectivement ça peut être très très vite des goulots d'engorgement. Et puis d'autres secteurs vont être exposés, notamment je pense principalement au secteur bancaire, si on parle de la partie RGPD, les réglementations évoluent, elles évoluent très très vite, elles sont de plus en plus structurantes sur l'activité au quotidien, et ça veut dire que les processus d'entreprise ont besoin d'évoluer de façon agile et assez rapidement. Donc ça c'est un peu compliqué effectivement quand on n'a pas d'orchestration avancée et d'automatisation.
Et puis dernier point, eh bien on a des systèmes informatiques. Tout à l'heure je parlais de configuration bimodale des systèmes d'information. Sur les SI, vous avez effectivement le cœur de métier historique et dans la majorité des cas quelque peu vieillissant, qui s'appuie très souvent sur des vieilles technologies, parfois notamment du mainframe. Et puis à côté de ça, on a un SI digital qui nous permet effectivement d'adresser une partie des objectifs de transformation numérique, qui sera beaucoup plus friendly, qui va gérer la partie d'interaction sympa avec les clients. Il faut que les deux, il faut une zone d'intermédiation entre les deux. Ça c'est compliqué quand le cœur de métier n'est pas très ouvert vers l'extérieur. Ça nécessite parfois des développements lourds. Et bien c'est là où des technologies de type RPA peuvent faciliter effectivement ces mécanismes d'intermédiation, couplés bien sûr avec du BPM derrière. Donc on voit la valeur ajoutée de la combinaison de ces deux technologies sont diverses et variées et elles sont nombreuses surtout et elles permettent d'agir à plusieurs niveaux. Ok, merci Stéphane pour ces éclaircissements. Donc, on s'est posé la question avec nos clients de savoir quels étaient les enseignements qu'ils avaient suite à leur démarche de transformation numérique. Et 6 points sont ressortis par rapport à ça. Le premier, c'était de travailler sur le déclencheur. Pourquoi est-ce qu'on s'engage dans cette transformation numérique? Finalement, ça dépend de votre métier, parce que vous avez tous un métier spécifique, une organisation spécifique. Même si vous êtes en face de votre concurrent, vous aurez forcément des éléments différents qui vous permettent d'y aller. Donc, soit vous avez des documents à dématérialiser parce que ce sont les points d'entrée, mais c'est pas nécessaire, ou vous partez d'un besoin tactique, ou de vous mettre dans une stratégie plus ambitieuse, mais ça on y reviendra en fin de session. L'autre, et là tout le monde était d'accord pour dire que le processus est la clé de la transformation numérique, parce qu'il donne de la visibilité, il fait du lien, ça permet d'innover, ça permet de faire évoluer, ça permet d'orchestrer en fait l'ensemble des parties prenantes sur les demandes, la satisfaction des demandes. La collaboration métier informatique est ressortie également, parce que c'est un moyen d'avancer d'une manière sécurisée et d'obtenir surtout un résultat à la fin. Et ça passe beaucoup par de la modélisation, et c'est vrai que pour ça, la partie processus est particulièrement importante, puisqu'elle permet de modéliser les différentes étapes, les enchaînements, et de comprendre comment les choses se passent. Et on peut bien évidemment aussi modéliser toute la partie de données et voir d'autres sujets, puisque la modélisation finalement est un champ particulièrement important, parce qu'elle permet de rendre explicite la manière dont les choses se passent. Et puis cette collaboration qui se fait autour de la modélisation, donc qui permet de comprendre le besoin et de le mettre en place, finalement ça permet aussi de faire des méthodes, de se mettre dans une dynamique de méthodes agiles, parce que on a une approche plus légère qui donne des résultats, et in fine on se rend compte que on répond à des besoins métiers, et que ces besoins métiers, une fois qu'on y a répondu d'une manière structurée et intelligente, on se rend compte qu'on est aussi dans le cadre du schéma directeur qui peut vouloir dire a priori on va avoir besoin d'un système de GED, on va avoir besoin d'un système de BPM, on va avoir besoin d'un RPA, etc., sans nécessairement mettre ça en fonction d'un besoin métier. Et ces méthodes agiles permettent, par ce changement d'attitude par rapport au développement, de bien cibler des résultats qui sont tangibles pour le métier. Et puis l'orchestration métier, j'ai évoqué le sujet, on a une solution qui est ouverte. Ça permet de mettre en œuvre des processus et de ne pas avoir besoin de tout refaire du sol au plafond, puisqu'on va être capable de se connecter sur les systèmes, les briques du système d'information, même celles qui sont peu ouvertes, comme l'a expliqué Stéphane il y a 2 minutes. Et puis enfin, le pilotage de la performance est un élément capital, puisque quand on veut s'améliorer, il faut être capable de se mesurer. Et donc, ça va permettre de faire de la mesure a posteriori, mais aussi en temps réel, d'être capable d'anticiper potentiellement les pics de charge qui pourraient se présenter. Donc vous l'avez compris, ITsoft est un éditeur de logiciels qui édite une plateforme pour la transformation numérique. Ça fait 30 ans qu'on est sur le marché. On a commencé par le métier de la reconnaissance du contenu des documents, et on a aussi une très forte expertise de 20 ans dans la gestion des processus métiers. Et donc on a mis en place tout ça ensemble pour construire une plateforme qui va permettre de conduire cette transformation digitale. Donc si on regarde aujourd'hui comment les entreprises sont organisées, et là je me mets en miroir de ce qu'a dit Stéphane, on a un frontal
qui est orienté vers l'extérieur. Alors quand je dis à l'extérieur, c'est à l'extérieur de l'entreprise ou tout au moins à l'extérieur du système d'information, parce que ce schéma s'applique sur les organisations internes quand on pense à RH par exemple ou les processus qualité ou autres éléments. Et on a donc d'un côté ces applications que j'ai qualifiées d'interactives sur cette diapositive, et de l'autre côté on a un back-office, et chacun a son cycle de vie qui lui est propre, contient des données qui sont plus ou moins fondamentales pour l'entreprise, et la durée de vie des données aussi sont beaucoup plus importantes au niveau du back-office que sur les applications interactives qui sont plutôt là pour saisir des flux qui vont permettre de faire rentrer un certain nombre d'informations dans l'entreprise. Mais la difficulté que rencontrent les entreprises, c'est que si on est capable de faire un bon frontal web vers l'extérieur et de s'appuyer sur un SI solide, faire le lien entre les deux, c'est pas toujours évident. Et donc pour ça, on compense par de l'organisation interne, avec les utilisateurs, bien entendu, qui vont échanger des fichiers Excel par email. On va avoir des bases de données locales, on va avoir des fichiers partagés, des applications diverses, etc., etc., et aussi des effets qui sont liés organisationnels de hiérarchie et bien évidemment des procédures internes qui sont décrites et pas nécessairement suivies en tant que telles puisqu'elles ne sont pas orchestrées. Donc voilà un petit peu le tableau, et l'idée c'est par la plateforme que propose ITsoft, d'essayer de fournir des briques qui vont répondre à des problématiques qui sont bien identifiées dans l'entreprise. Le premier lieu, c'est la capture, c'est-à-dire saisir une information qui arrive. Ça va être un email dans lequel on va avoir mis un fichier PDF, mais il va falloir reconnaître le type du fichier PDF, parce que c'est pas parce que on a mis un nom dessus que c'est exactement ça. Donc le fichier PDF peut être une feuille de paye, peut être un bon de commande, peut être une demande de réclamation, mais ça peut aussi arriver par papier, par flux technique, avec de l'EDI par exemple, et les documents ou les informations ne sont pas forcément typées, et donc cette brique de capture va permettre de typer les documents, c'est-à-dire que d'un fichier PDF on va pouvoir savoir que c'est une facture. Une fois que c'est une facture, on va savoir qu'il y a un fournisseur, une date, un bon de livraison, etc. qui y sont attachés, et donc on va pouvoir indexer ces documents. Et ces documents, une fois qu'ils ont été capturés, c'est-à-dire qu'ils ont été analysés, typés, indexés, comme je viens de l'expliquer, on va pouvoir le classer et le stocker au niveau de la plateforme pour le rendre disponible sur le long cours. Et c'est particulièrement important, notamment quand on veut tracer la manière dont les choses se passent pour répondre à des exigences réglementaires. J'ai parlé tout à l'heure de la piste d'audit fiable. Il y a des éléments aussi qui interviennent dans la pharmacie, dans la gestion des médicaments en général, pour être capable de tracer les lots, savoir quand est-ce qu'ils ont été construits, fabriqués, et éventuellement faire des rappels ciblés quand ça convient. Et ça commence par le stockage des informations pour être capable d'auditer la manière des choses se sont passées. Et puisqu'aujourd'hui on est dans un monde qui est complètement digital, ce qu'il est important, c'est de s'assurer de l'intégrité des documents qu'on va pouvoir recevoir. Donc on parle de détection de fraude, c'est-à-dire que on va essayer d'analyser les éléments qui nous sont envoyés pour voir s'il y a une potentielle volonté de fraude. Si je prends l'exemple d'un dossier de candidature, on sans forcément descendre jusqu'à la fraude, on va au moins s'assurer que tous les documents qui nous ont été envoyés référencent la même personne. C'est-à-dire que est-ce que c'est le nom que la personne a déclaré en déposant sa candidature, son prénom, sa date de naissance, son lieu de naissance éventuellement, pour s'assurer que le diplôme correspondra à son justificatif de domicile et autres informations qu'il aura pu fournir. L'idée, c'est d'augmenter le niveau de confiance sur les éléments qu'on a reçus pour être capable de prendre des décisions. Et si je vais un petit peu plus loin en fonction des risques qui sont évalués, si on regarde sur l'octroi d'un crédit, il va être important de vérifier que les feuilles de paye n'ont pas été falsifiées, et on peut imaginer que pour des raisons évidentes, des gens aient envie de modifier des dates de feuilles de paye pour montrer qu'ils ont un revenu peut-être un petit peu plus élevé que ce qu'ils ont pu avoir aujourd'hui. Et donc c'est des éléments qui interviennent. Et donc de fait qu'on ait cet historique de comprendre comment un document est construit, on peut aussi trouver des informations comme quoi le document a été modifié pour essayer de faire croire que c'est un document plus à jour que ce qu'il n'est réellement dans le cadre de mon exemple de feuille de paye. Ensuite, l'autre dimension qui est particulièrement importante, dont on a parlé depuis le début, c'est la dimension processus. Donc la plateforme de BPM qui est proposée à l'intérieur de
de cette suite logicielle permet d'orchestrer les actions des utilisateurs, des différents services, et va aussi orchestrer l'intégration avec le système d'information. Et on est bien ici pour faire le lien entre le front office, les applications interactives, et le back office de l'autre côté sur les ERP, les CRM et autres applications maison qui sont extrêmement importantes encore aujourd'hui dans les entreprises. Et donc, cette automatisation des process, c'est une clé de la transformation digitale, et c'est, par exemple, dans le cadre d'une demande d'adhésion en ligne, on va pouvoir faire une automatisation de bout en bout pour faire en sorte que cette demande soit traitée en temps et en heure en fonction de niveaux de service qui ont été définis pour répondre aux clients et essayer d'obtenir un meilleur taux de satisfaction possible. Et comme je le disais tout à l'heure, il est nécessaire de se mesurer. Donc on a construit une plateforme de supervision qui permet naturellement de récupérer les informations des différentes briques que vous voyez là sur l'écran, mais qui est une plateforme qui est aussi ouverte, cette plateforme de supervision, qui va permettre de récupérer des informations de systèmes tiers, et notamment on peut récupérer ce qui se passe au niveau des applications interactives, au niveau du back-office, avec un minimum d'intégration pour offrir une visualisation à 360 degrés sur ce qui se passe au sein du système qui a été construit. Et enfin, en tant qu'éditeur de logiciels, on a un certain nombre de spécialités, mais il y a d'autres sujets qu'on ne couvre pas en tant que tels, parce que c'est des sujets qui sont des métiers complets. Donc on voit ici, on a des partenariats pour tout ce qui est archivage légal, RPA, signature électronique, et en ce qui concerne le RPA, on a annoncé récemment un partenariat avec une entreprise qui s'appelle Contextor, dont la spécialité fait ce métier-là depuis une quinzaine d'années, dont l'objectif, comme je le rappelle, c'est pour se simplifier d'une part l'intégration avec les applications existantes, je vais y revenir dans un instant, et d'autre part aussi d'automatiser des enchaînements d'actions sur différents écrans pour consolider un dossier, typiquement aller sur la Banque de France, puis ensuite des systèmes d'anti-blanchiment et d'autres systèmes qui vérifient les avoirs et les déductions fiscales pour comprendre si la solidité du dossier est bien présente. Et donc, concrètement, comment ça va se retrouver au niveau du processus? Donc, vous avez ici un fragment de processus avec 3 étapes, une étape interactive et 2 étapes système. Une étape interactive, finalement, fait intervenir un formulaire et on va avoir un utilisateur qui va être impliqué à un moment ou à un autre dans le processus pour renseigner un certain nombre de valeurs, donner des validations, faire des investigations potentiellement. Et on a des tâches dites système qui vont soit faire des appels d'API au travers de connecteurs pour se connecter sur des ERP, ou quand c'est pas possible parce que l'API est pauvre ou inexistante ou compliquée ou inadaptée, on va pouvoir s'appuyer sur des outils de type RPA, donc Contextor en l'occurrence, pour s'interfacer directement sur des outils existants avec des notions de récupération d'informations pour chercher ce qui va bien et pousser des informations vers des systèmes qui ne sont pas nativement prévus pour ça. L'intérêt, c'est qu'on va pouvoir, dans ce contexte-là, accéder à 100% des briques du système d'information, capitaliser sur ce qui est disponible. Comme je vous le disais au début, c'était pour ne pas tout remettre en cause, pour pouvoir mettre en place des processus. Et le RPA nous facilite beaucoup les choses dans ce domaine-là. Donc, pour finir sur ce sujet-là, comment est-ce qu'on fait pour créer une application, puisqu'on a parlé de la plateforme. Donc si je représente ma plateforme, j'ai une partie exécution et une partie supervision, que j'ai détaillé à l'instant, et je vais avoir en amont besoin de modéliser, j'en ai parlé. Donc pour la conception, on a une brique de modélisation qui va modéliser selon 3 axes principaux, qui sont les processus d'une part, les données, l'interface utilisateur, donc avec la possibilité de produire en low-code une application qui va s'appuyer sur un processus sur lequel, à la volée, on peut aussi faire du suivi graphique pour savoir quel est l'état d'avancement d'un dossier sur un processus donné. Et puis on va pouvoir ainsi déployer différents types d'applications. J'ai donné quelques exemples ici sur
du RH, par exemple, de l'arrivée des parts de collaborateurs. On va avoir des applications de cœur de métier, je parlais tout à l'heure des essais cliniques dans la pharma, mais ça peut être aussi des ouvertures de comptes dans la banque, et puis des applications de type support, qui est la gestion de la fiscalité dans l'industrie, par exemple, qui sont des processus transverses, mais qui sont particulièrement importants dans l'entreprise. Donc, les points forts de la solution, finalement, on se rend compte que cette plateforme est bien adaptée pour répondre à des problématiques de mise en relation avec le client. Alors, soit de la mise en relation, soit de la production de prestations en fonction des types de contrats qui ont pu être passés. Ça va permettre de gérer des processus, que ce soit à base de tâches manuelles automatiques, soit des événements, des problématiques de collaboration, des sous-processus qui permettent de répondre aussi à de la réutilisation, parce qu'il faut avoir un petit peu une méthode industrielle et de réutilisation pour tirer profit de la plateforme au maximum. Une brique d'analyse de documents qui est particulièrement importante quand on a des échanges à faire avec nos clients, et puis la supervision et le pilotage qui permettent d'avoir une idée précise de la manière dont les choses se sont passées ou vont se passer, puisqu'il y a aussi des éléments d'anticipation qui sont mis à disponible pour bien comprendre comment le système fonctionne. Donc cette plateforme d'orchestration, on l'a présentée à différents analystes. Récemment, on était sélectionné par le Gartner et entré dans ce qu'ils appellent le Magic Quadrant, qui est un petit peu le fin du fin de chaque catégorie de logiciels. Et donc on a eu le plaisir de pouvoir entrer dedans en fin d'année dernière. Et des raisons pour lesquelles on a été sélectionné, c'est par l'architecture de l'application, la solution qu'on a en place, sa modularité qui permet de donner la dimension qui convient à l'utilisation et qui est une tendance assez lourde qu'on observe sur le marché aujourd'hui, et puis le fait qu'on s'appuie sur des standards comme une architecture Java très propre, comme le BPMN2 qui, dans la modélisation des processus, qui est un élément important de stabilité et de publicité et de compréhension de la manière dont les choses se passent dans les interfaces. Voilà, donc il est maintenant temps, je pense, de synthétiser un petit peu ce qu'on vient de voir. Ça fait une demi-heure qu'on parle. Stéphane ? Oui. Alors, la question qu'on peut se poser, effectivement, c'est pourquoi avoir choisi de nous parler d'intelligence artificielle avec des mécanismes d'automatisation ou d'orchestration à base de BPM et de RPA. Comme on l'a vu, en fait, on a une force de frappe qui est particulièrement intéressante au travers de ces mécanismes BPM, RPA, notamment quand on souhaite nourrir des ambitions, par exemple, de dématérialisation, non matérialisation de la relation client ou adhérent, mais aussi lorsqu'on souhaite amener une expérience client beaucoup plus fluide, puisqu'on a des automatismes qui effectivement vont permettre de ne pas faire percevoir les temps de latence amenés par les processus métiers dans certains cas. Donc c'est particulièrement intéressant, mais on a une limite auquel on est exposé avec ces genres de systèmes, et bien simplement la manipulation de la donnée, et notamment on ne peut manipuler que de la donnée structurée. Si on veut repousser ces pseudo-limites, entre guillemets, eh bien l'intelligence artificielle va jouer un rôle particulièrement déterminant. Elle va nous permettre, à travers des interactions en langage naturel, d'amener des mécaniques d'interaction intéressantes avec le client, qui pourront être réinjectées, en fait, ces mécaniques et cette qualification pourraient être réinjectées, en fait, dans la mécanique d'interaction avec le client et dans l'automatisation. Donc on voit que l'intelligence artificielle, effectivement, va jouer un rôle important en extension de systèmes d'automatisation pour pouvoir amener effectivement des possibilités et des opportunités supplémentaires. Si on regarde, effectivement, si on essaie de définir un peu qu'est-ce qu'on met derrière l'IA, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est le buzzword, tout le monde en parle et on a de l'information un petit peu partout, il n'y a pas une journée, en tout cas une heure sans qu'il y ait une communication sur l'intelligence artificielle. Si on veut placer effectivement l'IA dans les mécanismes d'automatisation avancés, en fait, on peut déjà faire un travail de vulgarisation, de simplification pour définir l'IA. L'IA, en fait, c'est quoi ? Bien, c'est avant tout des capacités, une reproduction des capacités cognitives humaines, et notamment 3 grandes familles qui sont la perception, la décision et l'action. Sur la perception, c'est la capacité qu'on va donner effectivement à une machine tout simplement à comprendre et à percevoir non seulement l'environnement où elle se trouve, mais l'ensemble des événements qui y sont associés. Donc, typiquement, un être humain qui va lui parler. Donc, c'est cette capacité effectivement à comprendre que l'individu lui parle, mais aussi à réceptionner le message. Sur le volet décision, ça va être sa capacité à analyser ce message, de comprendre, qualifier l'intention, identifier quelles sont les actions qu'on attend d'elle. Et si jamais elle n'a pas l'ensemble des informations nécessaires, eh bien, elle va rentrer dans une mécanique d'interaction et de questionnement pour pouvoir compléter effectivement ce contexte qui lui permettra après d'agir. Elle peut aussi apprendre.
dans certains cas de figure. Donc là, on sait aujourd'hui, l'une des craintes par rapport à ça, c'est l'autonomie des IA, et on sait pertinemment que des modérations humaines seront requises et nécessaires. Donc ça veut dire que là, dans la mécanique d'automatisation, il y aura des garde-fous, comme on dit. Et puis dans la troisième famille, qui est la capacité d'action, une fois qu'elle a mené effectivement sa réflexion de la façon la plus avancée, c'est la capacité à savoir quelle est l'action à déclencher et la déclencher en automatique. Et ce qui est important, c'est que pour pouvoir avoir des cas d'usage intéressants, pertinents, il faut pouvoir effectivement orchestrer l'ensemble des technologies d'IA qui sont rattachées à ces trois grandes familles. Si on prend par exemple une interaction langage naturel, vous allez orchestrer la partie NLU qui est la compréhension du message, NLP, alors NLU la perception, NLP la compréhension, et puis NLG le pouvoir la capacité de pouvoir donner une réponse par rapport à ça. Et ces mécanismes d'orchestration aujourd'hui, il n'y a pas 36 solutions pour pouvoir les mettre en œuvre, et là c'est l'intégrateur qui parle, ça nécessite effectivement des technologies de scripting, mais aussi bien sûr des mécanismes d'automatisation auxquels le BPM et le RPA peuvent répondre. Donc c'est là où on voit bien déjà une extension possible, effectivement, et une complémentarité assez intéressante entre ces technologies d'intelligence artificielle et puis ces mécanismes d'orchestration intelligents. Et surtout, on sait pertinemment que les usages de demain, qui seront les usages déterminants et qui vont permettre effectivement à l'IA de vraiment prendre sa place dans les entreprises et dans notre quotidien, ce sont des usages qui nécessiteront une multiplicité des technologies, de ces technologies différentes, et donc de ces besoins d'orchestration. Si on veut boucler la boucle avec le premier slide, rappelez-vous, je vous ai parlé dans un premier temps d'un mécanisme d'évaluation de la maturité numérique d'entreprise avec ce triptyque et ce prisme qui utilisait les trois axes technologiques, transformation interne et évolution du business model. L'IA va permettre effectivement de définir et offrir des opportunités de définition de nouveaux usages, mais donc de pouvoir faire évoluer le business model, définir de nouvelles offres et de nouveaux services. Mais avant ça, il va falloir adresser correctement sa transformation numérique. Ça veut dire quoi? Adresser donc les deux premiers prismes tels qu'on le ferait dans une transformation numérique normale, c'est-à-dire effectivement le volet technologique et transformation interne. Ça veut dire que avant de parler d'intelligence artificielle, il est important de disposer à minima des technologies pertinentes de type BPM et RPA et d'orchestrer les processus éligibles à cette orchestration. Ok, très bien. Donc, arrive un petit peu le moment de la conclusion de ce webinaire. Donc on a retenu trois éléments qui nous semblent particulièrement importants. Le premier, c'est la progressivité, c'est-à-dire on pourrait imaginer que cette transformation numérique, c'est un petit peu du Big Bang, qu'il va falloir tout refaire ou tout préparer pour être capable d'y aller. Finalement, non, parce que elle ne peut se construire que par vagues successives. J'en veux pour exemple, ça m'avait frappé, c'est pour les demandes de documents officiels, un passeport ou carte d'identité, on se rend compte que le processus au fil du temps a changé, a évolué, de par le fait qu'il y a eu des premières phases qui ont été la numérisation et l'informatisation des extraits d'actes de naissance, qui font qu'on n'a plus besoin de demander maintenant à sa mairie de naissance un acte, c'est directement la préfecture qui va le faire, et ça a deux bénéfices. D'une part, pour l'usager, ça évite d'avoir à envoyer un courrier, de répondre, de s'assurer que son dossier soit complet, et le deuxième, c'est pour l'administration, ça permet d'éviter les fraudes et de s'assurer que, puisque la transmission est faite directement d'un établissement public à un autre, d'avoir de la sécurité, des informations qui sont de première main. Et donc, c'est grâce à ça que ensuite le processus de demande de passeport ou de carte d'identité a pu être modifié. Et on est vraiment dans l'illustration de la transformation numérique, où on a l'impression que c'est quelque chose qui va révolutionner le monde du jour en jour, mais finalement c'est dans notre vie quotidienne cette approche modulaire qui font que par vagues successives, on va améliorer la qualité de service. Aujourd'hui, toutes les banques traditionnelles offrent des services en ligne. Ce sont des effets de la transformation numérique. Et donc, c'est rendu possible par, je l'expliquais, l'approche modulaire, des multiples possibilités pour construire sa transformation, parce qu'on n'est pas obligé, il n'y a pas un chemin unique, mais vous commencez par l'endroit qui convient le mieux pour s'attaquer aux sujets les plus importants pour commencer, et il n'y a pas non plus besoin de remettre son système d'information pour commencer, puisque les technologies du type RPA sont disponibles pour mettre en œuvre ce genre de solution. Le deuxième élément, c'est l'usage qu'on fait finalement de l'intelligence artificielle et de ces outils au-delà de l'intelligence artificielle. C'est
c'est ce qu'on appelle l'agent augmenté. C'est des outils qui vont permettre, les outils permettent d'amener du contexte à un agent pour qu'il puisse interagir avec son client. Par exemple, on peut imaginer, vous appelez votre conseiller clientèle en banque. De par votre numéro de téléphone, on est capable de savoir qui vous êtes. Si on sait qui vous êtes, on est capable de chercher les avoirs que vous avez, les différents produits que vous avez dans la banque. Et au moment où l'agent de clientèle va pouvoir décrocher son téléphone, les informations peuvent être renseignées sur son écran et être mis directement dans le contexte sans que vous ayez besoin ou qu'il ait besoin de passer 10 minutes ou 20 minutes à rechercher toutes les informations. Et donc cette technologie est là pour aider et assister les humains qui travaillent dans les entreprises. Il n'est pas question de les remplacer complètement, il est sans doute question de faire évoluer leur travail, mais pour leur confort et pour l'intérêt du travail qu'ils vont porter. On parle de finalement rechercher des informations dans différents dossiers. À quoi bon? L'essentiel, c'est de passer du temps avec son client pour essayer de lui proposer le produit dont il a besoin et qui convient bien. Et donc c'est vraiment cet effet qui est important. Et puis le troisième point qui semble intéressant à souligner, c'est cette espèce de changement de dimension. Alors là, on le voit pas nous forcément en tant que client ou usager d'un service, mais c'est cette approche qui devient à la demande. Aujourd'hui, on est avec le portail qui vous est proposé, on est avec notre mobile qui nous permet d'accéder à des applications qui vont permettre d'interagir avec les entreprises. Et on a une notion de traitement au fil de l'eau, là où avant on était beaucoup plus séquencé par vagues. Quand on envoie des documents, les documents arrivent par la poste. Ils arrivent par la poste, ils arrivent dans une cellule courrier, ils doivent être ouverts, ils doivent être scannés, ils doivent être dispatchés dans l'entreprise. Et donc il y a des effets de vagues dans l'entreprise qui fait que l'organisation n'est pas toujours évidente à mettre en place. On voit bien que la cellule courrier va être très occupée le matin et un petit peu moins l'après-midi, et que d'un autre côté, les agents vont et les différents personnes qui vont travailler sur les dossiers vont plus avoir du travail l'après-midi que le matin. Et donc ça permet de fluidifier l'organisation interne, et c'est aussi des éléments qui sont particulièrement importants dans cette dimension, d'autant que de plus en plus on a de la non-matérialisation, puisque finalement on parle de dématérialiser, et on dématérialise quelque chose qui a été imprimé, un document typiquement, et là on va pouvoir passer sur du traitement au fil de l'eau qui simplifie, qui fluidifie et qui finalement met de l'huile dans les rouages de la transformation numérique. Voilà, donc ce transparent était là pour la conclusion. Est-ce que vous avez des questions? Donc je vais aller regarder les différents éléments qui ont été positionnés. Voilà, donc première question, quelle méthode pour commencer le travail en vue de la transformation numérique, Stéphane? Tiens. Déjà, dans ce cas-là, on privilégie l'état des lieux. Donc on va regarder effectivement sur un plan technologique dans quel état se trouvent les systèmes d'information déjà. Ça va être important pour voir un peu quels sont les points de faiblesse. Dans la majorité des cas, quand on est confronté effectivement à une problématique de transformation numérique, les DSI nous appellent en disant voilà, ma problématique elle est simple, c'est que j'ai pas de budget pour pouvoir nourrir mes ambitions en termes de transformation numérique. Et ouais, quand on regarde de plus près, effectivement, les 3/4, on va dire, de son budget sont alloués tout simplement au run, donc à l'exploitation courante de son système d'information qui se veut de plus en plus vieillissant. Ça veut dire qu'il va accumuler une dette technique et du coup, plus ça va aller, moins il aura la capacité de pouvoir dégager une manne financière, soit pour renouveler la partie logicielle ou pouvoir répondre aux ambitions du métier. Donc ça, c'est déjà un premier point. On va essayer assez rapidement d'identifier déjà sur le plan technologique quelles sont les optimisations rationnelles qu'on va pouvoir amener sans trop d'investissement, et notamment surtout dans la mécanique d'intermédiation entre ce SI vieillissant et le nouveau SI digital qui est en frontal. Et c'est là où le BPM est une technologie particulièrement pertinente par rapport à ça. C'est un premier point. Après, ce qu'on va regarder aussi, c'est comment aider le DSI à se remettre, en tout cas le système d'information, de se remettre à redorer son blason par rapport au métier. C'est tout simplement identifier quels sont les axes d'automatisation qu'on va pouvoir mettre en œuvre sur l'ensemble des processus métiers. Et donc ça veut dire, eh bien, au travers de critères d'éligibilité des processus à l'automatisation, c'est de regarder de façon pragmatique ce qu'il est bon d'automatiser et ce qu'il n'est pas bon d'automatiser. Parce que très souvent, les déroutes qui ont été connues dans les transformations numériques historiques, c'est de dire bon, ok, je vais automatiser à outrance et je mets des systèmes qui vont tout traiter de bout en bout. Non, ça fonctionne pas comme ça. On est bien dans les systèmes comme tu l'as précisé tout à l'heure. On est dans les systèmes qui sont là pour assister les opérateurs humains.
et non pas les remplacer ou se substituer à eux. Donc ça veut dire qu'il faut jouer sur la complémentarité entre ces automatismes et les dispositifs humains. Ok, merci. Donc question suivante, dans la banque, par où commencer la transformation, mise à place remplacer les courriers par des emails? Alors, les emails ont pris une place prépondérante, il est vrai, pendant très longtemps, et très vite. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, les banques ont changé quelque peu leur fusil d'épaule en commençant à mettre plutôt des formulaires en ligne, parce qu'ils se sont aperçus que ça permet de structurer la demande. Bon, aujourd'hui, on a énormément avancé effectivement sur les automatismes auxquels on associe de l'analyse sémantique avancée. On est capable de faire une qualification d'intention sur une réception de masse des mails. Je pense alors si on parle de médias aujourd'hui, une chose est sûre, c'est que si on regarde un petit peu ce qui paraît en ce moment sur l'intelligence artificielle, on nous prédit que d'ici 5 ans, eh bien la majorité des interactions entre le client et la banque se feront au travers d'interactions en langage naturel. Donc soit par de l'écrit, mais de l'écrit libre, ou soit au travers d'interactions vocales. Donc ça montre bien effectivement que les attentes du client par rapport à sa banque, c'est une facilité d'interaction dans un mécanisme qui soit le plus naturel possible. Ce que j'entends par là, c'est que le papier, enfin en tout cas le transit de documents n'est pas mort, que ce soit en forme matérialisée ou dématérialisée, il y en aura toujours. Il y a encore une phase de transition qui va être assez longue. Mais pour autant, je pense qu'il faut s'intéresser maintenant à effectivement nouvelles mécaniques d'interaction qui sont pertinentes et sur lesquelles les utilisateurs d'aujourd'hui sont de plus en plus appétents. Et ça, c'est pas une question de génération, c'est-à-dire que même les générations les plus expérimentées sont ouvertes à des mécaniques d'interaction en langage naturel. Ok, c'est clair. Question subsidiaire presque, mais néanmoins importante, le RPA dans une banque, c'est quoi? On le trouve à 2 niveaux. D'abord, parce qu'il y a un point commun entre les banques et les assurances, c'est effectivement la problématique des back-office. Alors problématique entre guillemets, mais en fait effectivement l'activité back-office est encore extrêmement significative parce qu'il y a encore beaucoup de processus malheureusement qui ne sont pas automatisés. Donc on le retrouve déjà au niveau de l'orchestration des processus métiers, déjà pour faciliter la tâche au niveau des back-office. Et le deuxième usage très avancé qui est fait de plus en plus du RPA, c'est dans la mécanique d'intermédiation entre les systèmes d'information. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez très souvent du mainframe en termes de technologie sur les SI bancaires ou d'autres technologies qui sont sur lesquelles effectivement l'investissement d'ouverture vers l'extérieur au travers d'API ou de web services serait extrêmement coûteux, fastidieux, prendrait du temps. Alors parfois on le fait uniquement en période d'intermédiation, enfin en période transitoire, c'est-à-dire qu'on va faciliter l'intermédiation entre les systèmes d'information au travers du RPA, c'est-à-dire qu'on va les aider à communiquer entre eux. D'autres fois, effectivement, c'est juste pour attendre la mise à disposition d'un web service qui va permettre d'interagir de façon un petit peu plus moderne et notamment directement avec un frontal web. Donc voilà, 2 usages principaux qui sont soit IT ou soit métier. Donc après, on a des questions plus techniques sur les différents serveurs, les serveurs d'application, etc. Comme on est en ce qui concerne ITsoft, on est dans un environnement Java. Là, on cite dans la question du JBoss, du WebLogic, c'est des choses qui fonctionnent. Donc c'est des systèmes qui sont assez ouverts et la plateforme telle qu'elle a été conçue permet de s'intégrer à peu près dans n'importe quel type de serveur et n'importe quel stack Java. Enfin, la question suivante, c'est quel procédé utiliser pour l'archivage légal? Donc les histoires d'archivage légal, on a vu quand j'ai déroulé la partie de la plateforme, c'est des choses qu'on fait en partenariat. Donc on vous invite à, si vous considérez de rentrer en relation avec nous, on sera capable de vous proposer un tiers archiveur qui est capable de nous fournir la technologie et le service qui convient pour proposer des éléments pour tenir votre archivage sur le long cours, en sachant que de plus en plus souvent, c'est des choses qui se passent sur le cloud. Sachant que c'est pas qu'une question de technologie en plus. Enfin, c'est important aussi d'avoir cette dimension en tête et ça passe aussi au travers des procédures, des modes opératoires et quelques exigences légales qui effectivement sont importantes. Donc la technologie est importante, la partie coffre-fort et traçabilité est importante, mais pas seulement. Il y a d'autres choses aussi à mettre en œuvre et l'archivage légal aussi, c'est pas par défaut, on l'utilise pas pour tous les processus ou pour tous les types de documents. Il y a des critères d'éligibilité justement. Ce sont des systèmes qui sont assez coûteux. Donc il faut faire attention aussi dans la mise en œuvre de ce type de mécanisme.
Ok, merci Stéphane pour toutes ces précisions. Donc pour terminer cette présentation, je voudrais vous inviter pour mieux comprendre et rentrer dans le vif du sujet sur notre prochain webinaire qui a lieu le 24 mai en partenariat avec Contector, notre partenaire RPA, pour justement montrer la complémentarité des deux technologies, comme l'a précisé Stéphane, parce que c'est pas toujours évident de bien comprendre par le marketing des uns et des autres de ce qu'il en ressort vraiment. Donc là, on sera vraiment sur des cas d'usage. Nous avons les rencontres ITsoft qui sont ouvertes le 19 juin après-midi pour justement avoir l'état de l'art de l'offre avec des démonstrations, des interventions d'experts et les différentes annonces et autres retours d'expérience utilisateurs qui vont vous être proposés. Et bien évidemment, on vous invite à vous connecter sur nos différents sites, le site d'ITsoft, le site de CGI. ITsoft propose aussi un écosystème dans lequel se trouve notamment un outil WebModeler qui permet de tout de suite commencer à rentrer dans la dimension de modélisation des processus et des données qui est mis à disposition gracieusement au travers de notre site dans une version qui permettra d'essayer la manière de modéliser, de comprendre un petit peu les dimensions avant de rentrer dans une dimension plus professionnelle. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vois qu'il est l'heure de nous quitter, 17h45. Merci beaucoup pour votre attention et nous ne manquerons pas de rester en contact avec vous. À très bientôt.